Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et aujourd'hui, on va faire une chose qui n'est pas vraiment coutume, c'est on va débriefer de la course qui s'est passée aujourd'hui. Pour tout vous dire, il est actuellement 20h34, je suis en train de m'enregistrer en venant de regarder le replay de la Flèche Wallonne. Euh, Tout simplement déboussolé, je sais pas comment dire, j'ai vécu une course de folie alors que même que c'était en replay, que c'était même pas en live, même si j'avais réussi à pas me faire spoiler. Euh, Vraiment, merci les coureurs pour ce qu'on a vu. C'est le genre de course qu'on adore et c'est aussi pour ça que je fais une petite entorse à mon édito d'habitude et que cette fois-ci, je vais vous faire un débrief qui sera assez court. Que c'était tout simplement une course très kiffante et j'avais envie de vous partager mon plaisir. Donc, pour rappel pour cette Flèche Wallonne, donc, sur le papier, on avait fait un petit prono. On a dit c'est très serré. On a plein d'outsiders. Ils sont tous à peu près au même niveau. On avait parlé de Pitcock, Benoît, Skelmose, peut-être Ayuso, Hirschi, Cosnefroy, bref, plein de gars. Et puis au final, bah, c'est pas du tout ce qui s'est passé, et pourtant la course était encore meilleure. Donc ce qui s'est passé tout simplement, c'est des conditions météo dantesques. On savait, on l'avait vu dans la preview qu'il allait pleuvoir, qu'il ferait froid. Cependant là, c'était vraiment dans des conditions extrêmes. Il dépassait vraiment la difficulté qu'on avait envisagée. On se disait oui, bon, il fera un peu pleuvoir, etc. Mais ça devrait pas chambouler la course. Que nenni. En fait, justement, c'est ça qui a forgé toute la course, encore plus que les difficultés qui ont été escaladées. Donc on a vu de la pluie, de la neige, du froid, etc. Pour une course totalement décousue. C'est vrai que la Flèche Wallonne, on a souvent tendance à dire, on peut regarder ce qui se passe dans le dernier kilomètre, la dernière montée du Mont-Mur de Huy, et puis on a tout vu. Et ben là, pour être honnête, j'étais au travail. Je regarde vers 14 heures où en est la course sur Pro Cycling Stats. Je voulais pas me faire spoiler, mais je voulais juste voir où ça en était. Je vois It's snowing on the race, il neige. Je commence à regarder rapidement Eurosport, je vois qu'il y a plus personne, j'entends des gars lâcher de partout. Ouais, donc en fait, c'était tout simplement des conditions dantesques, des coureurs qui ont très vite lâché prise parce que c'était trop dur. On a eu aussi des UAE qui ont roulé en nombre très tôt, qui ont participé à rendre la course très difficile, comme si les conditions météo n'étaient pas suffisantes. Donc pour rappel, la UAE, on s'était demandé quelle serait leur stratégie. Parce qu'ils avaient Ulissi, Almeida, Ayuso, Hirschi, McNulty, puis après Domen Novak et Finn Fischer-Black en équipé. Donc vraiment la Dream Team, on se disait c'est plutôt Hirschi le leader, mais on va voir comment ça se passe. Donc la UAE qui a roulé très tôt, on ne savait pas encore vraiment pour qui, Ayuso, Almeida, etc. Je vais pas vous spoiler plus vite, aucun UAE n'a fini la course. Donc c'est tout simplement dantesque. On a vu très tôt Ayuso lâcher, euh, Hirschi lâcher aussi avec son maillot de champion de suite. Moi j'ai même pas vu des gars comme Ayuso, pardon, comme Almeida. Donc merci la UAE d'avoir rendu la course folle, mais ils ont tous fini hors délai, enfin ils ont tous abandonné, pardon, à cause des conditions météo, c'est totalement fou. Tout simplement, il y a eu 44 coureurs qui ont fini cette édition de la Flèche Wallonne. C'est pour vous dire, alors que ça semblait censé être une des courses les plus abordables quand même du calendrier. Pas pour la victoire, mais pour finir. Donc les UE qui ont roulé très vite, qui ont fait lâcher plein de monde. On s'est très vite regroupé et retrouvé avec un peloton de 50-60 coureurs à 60 bornes de l'arrivée. C'était totalement fou, donc on a eu beaucoup de leaders qui ont été lâchés. Même au deuxième passage à peu près du mur de Huy, on avait déjà plein de gars out. Donc dans les leaders, bah, Pidcock a lâché, Skelmose a lâché, qui d'autre encore? D'autres gars, Dylan Teuns, apparemment très tôt. Moi j'ai pris l'antenne, enfin j'ai pris le replay du coup ce soir en rentrant chez moi. Teuns n'était déjà plus là. C'est pour vous dire, on avait donc plein de gars comme ça qu'on avait annoncé comme les leaders, et qui finalement ont été lâchés très très vite. Alors, il y a aussi la question de est-ce qu'il n'y en a pas certains qui se sont dit je vais pas trop compromettre mon Liège-Bastogne-Liège sur cette course-là. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, dans le podcast. David Godu qui a été lâché assez tôt aussi, mais qui est revenu un moment, on savait pas trop quelle était sa situation. Et donc voilà, énormément de gros leaders. Vlasov aussi, on en avait parlé un petit peu, Vlasov, qui a très vite disparu. Voilà, c'était la panique totale pour les leaders, donc plein de gars qui lâchent, et ce notamment grâce au travail de la UAE. Puis après, on a eu aussi la Groupama qui a roulé, parce que la Groupama est beaucoup de coureurs très bien placés. On a vu un super parcours, un super travail, pardon, notamment de Rémi Rocha. Donc là, on a commencé à se dire, ah ouais, les Groupama c'est très fort. On a vu Madouas à l'avant, super bien placé. On s'est dit, bon alors ça,
Mon gars, le breton, là, c'est ton moment. C'est ta météo, tu vas briller. Donc, on a une grosse attaque de Madouas. Ça commençait un peu à désorganiser les choses après le deuxième passage du mur. Et puis là, attaque de Soren Krag Andersen à 50 bornes de l'arrivée, peut-être plus. Et Soren Krag, je vous en ai déjà parlé beaucoup dans les années précédentes. C'est un coureur que j'apprécie énormément. Il est parti tout seul. Et là, on s'est dit, putain, mais il est très fort. Il est très très fort. Il est resté très longtemps devant tout seul. Il avait plus d'une minute d'avance. Honnêtement, là, moi, j'ai commencé à y croire un peu pour lui. Parce que je me suis dit, mais en fait, derrière, on a 40 mecs, au grand maximum, ils sont tous lessivés. Craig Anderson, il fait son petit bout de chemin tout seul. Il n'a pas à se préoccuper des autres qui s'attaquaient, qui se suivaient, etc. Et en fait, il y a eu un petit tournant quand même, je trouve. C'est l'attaque des deuxièmes plus forts, enfin des plus forts en fait, on va en reparler un peu, dans l'avant-dernier passage du mur de Oui, avec notamment là une attaque lunaire de Stephen Williams. Stephen Williams, on en avait déjà parlé en se disant, il paraît très fort, mais il y a des moments où il disparaît de la course, on comprend pas trop. Donc le mec très fort sur le papier, mais parfois ça disjoncte, etc. La lumière s'éteint. Et là, Williams qui attaque, qui est super fort. En fait, il a contré Buitrago. Et là, on a un groupe qui sort. Donc Williams tout seul. Et ensuite, derrière, un groupe avec Buitrago, Carapace qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, mais quand c'est des courses difficiles, parfois il se révèle. Donc Carapace qui était là, Kevin Vauquelin, Maxime Van Gils. Donc en gros, plein de mecs très forts. Van Gils qui était parmi quand même les favoris de la course, on va le répéter. Les autres un peu moins, même s'ils étaient un peu là en second rideau. Et puis donc Williams qui était trop fort mais qui a eu l'intelligence de se relever. Et donc la situation de course c'était Soren Kragh Andersen devant. Ensuite le petit groupe là des mecs très forts, probablement en fait les plus forts tout simplement, qui étaient juste derrière. Et avec Stephen Williams qui les attend. Et là, gros tournant, c'est qu'on a eu les Norvégiens d'Ether de, de l'Inox. Il n'y a pas que des Norvégiens, c'est que des Scandinaves quand même, qui eux n'ont aucun problème avec les conditions climatiques. Ils étaient encore 5 ou 6 à pouvoir rouler. Donc en fait, on a eu un peloton qui était mené par les Uno X. À noter aussi qu'on avait aussi Johannes Stonemitté de la Wisma qui roulait pour Benoît. Là, on a vu que Benoît était fort aussi. En plus, je ne sais pas si vous avez écouté Eurosport, mais ils ont dit que Benoît est devenu papa cette nuit, tout simplement. Donc le gars n'a quasiment pas dormi. Et pourtant, ça l'empêchait pas d'être dans les meilleurs. Et donc là, on a Uno X plus Stonemitté qui roule à fond, qui reviennent sur les outsiders. Et puis Soren Kragh Andersen qui a un peu vidé de ses forces et qui est pris dans la dernière côte des refs, dans leur dernière montée. Et donc là, on sait que ça va se jouer dans le mur, dans le dernier mur, comme prévu. Sauf qu'en fait, on n'a plus que 35-40 coureurs, avec tous les Uno X qui roulent. Gros travail des Uno X, vraiment super impressionnant. Et là, on arrive en bas du mur de oui. C'est la guerre pour le placement. Tout le monde essaye d'être bien placé, mais bon, vu qu'on est que 40 ou 35, c'est pas trop compliqué. On a des coureurs qui sont très bien placés en bas. On a notamment Godon et Armirail qui ont super bien repassé Cosnefroy. Alors Cosnefroy, on l'avait pas vu du tout, on savait pas où il était. Et là, il est très bien placé, donc on se dit pourquoi pas pour Ben. On voit aussi qu'il y avait Guillaume Martin qui était là, qui est en train de remonter en puissance. Côté français, on avait évidemment Romain Grégoire et puis Valentin Madouas, même si on avait vu que Madouas c'était un peu compliqué dans les côtes précédentes. Jordan Jegat qui était là, Clément Champoussin qui s'est montré pas mal actif. Et puis on avait aussi Benoît qui était bien placé. Et puis évidemment Stephen Williams. Et là, énorme banderie de Stephen Williams. Pareil qu'au tour d'avant. Il s'est tout simplement envolé et personne ne pouvait le suivre. Pourtant, on avait des coureurs qui étaient très bien placés, hein, notamment Cosnefroy qui était super bien placé, mais personne n'a su le suivre. Tout simplement trop fort. Donc là, on est à 200 mètres de la ligne. Stephen Williams qui part tout seul. On se dit, il est trop fort. Puis là, derrière, on se dit, mais ça revient, non? Kevin Vauquelin, ça revient là, non? Je vais pas vous cacher que la remontée de Kevin Vauquelin, j'avais le cœur à 150 BPM. Il a pas réussi à revenir. C'est dommage, mais il m'a fait tellement vibrer. J'étais devant mon ordi à gueuler tout seul chez moi. On aurait dit un fou, bref. Mais bon, vraiment finale typique de la flèche. C'est-à-dire où on a les frissons, c'est super indécis, c'est très intense. C'est un peu le Poggio en fait finalement, mais encore plus court. Et puis une victoire de Williams qui était tout simplement le meilleur, on va pas se mentir. Sachant qu'il avait déjà laissé pas mal de force dans son attaque précédente. Bah, pareil pour Vauquelin. Et c'est marrant parce que si on regarde le podium, on a Williams, Vauquelin, Van Gils, donc qui était dans le groupe de contre, qui a roulé un peu avant. Donc en fait des plus forts, tout simplement, qui sont sortis dans l'avant-dernier passage. Derrière, on a Cosnefroy qui est intercalé, puis Buitrago. Donc Buitrago qui était aussi dans le groupe. Finalement, en fait, il manquait juste Carapace qui fait 13e. Donc ça montre bien que ces gars-là qui étaient sortis étaient les plus forts.
Vraiment Vauquelin, très déçu, mais après, on a une ribambelle de Français dans le top 10. Malheureusement, pas vainqueur. Vauquelin qui était pas très loin. Je suis un peu déçu pour lui parce que je suis pas certain. Vauquelin, il progresse, c'est certain, mais je pense qu'il est un peu sur un. Il a un petit plafond de verre, il est sur un palier, il va plus trop progresser tant que ça par la suite. Et là, c'est peut-être l'édition où il pouvait gagner. On se disait pareil de Cosnefroy, mais je vais en reparler un peu après. Et donc Vauquelin deuxième, Cosnefroy quatrième, Romain Grégoire septième, Dorian Godon huitième. Super impressionnant parce que c'est vraiment pas son profil. Guillaume Martin dixième, et puis mention honorable pardon, pour Champoussin 11, Jordan Gégat 14, Valentin Madouas 15, Tel Laurence aussi qui était là 18e, mais c'est vraiment pas son profil. Après Bruno Armirail et puis des Fabien Doubé, Nicolas Prodhomme, tout ça, mais bon, ils étaient en équipier un peu plus loin. Et donc, pas moins de 5 Français dans le top 10. Vauclin deuxième et Cosnefroy quatrième. Moi, j'ai vraiment vibré. Merci pour tout. Cosnefroy qui a revu son interview après course. Il faisait peur à voir vraiment. Le gars est presque un rictus, un faciès un peu de, je sais pas, déformé par le froid. Il était en train de trembler. Il disait non mais j'en peux plus. C'est une des pires journées sur le vélo. J'ai beaucoup trop froid. On voyait en fait il avait du mal à bouger sa bouche tellement le mec était frigorifié. On avait vu un moment aussi une image terrible de Benoît qui n'arrivait pas à mettre ses gants. Il est resté 10 minutes à la voiture, accroché à la voiture pour qu'un du membre de son staff lui mette un gant. Et clairement, Benoît, c'est pas le genre de gars qui fait du cinéma pour rester accroché à une voiture. C'est juste que c'était tellement difficile pour les coureurs. Donc vraiment, je voudrais dire merci les coureurs. Vous nous avez fait vibrer. On sait que c'était très dur pour vous. C'est des journées horribles sur un vélo, mais devant la télé, mais quel kiff. Merci pour tout. Prenez soin de vous ce soir, surtout parce que là, ça va être compliqué. Et ça pose la question de Liège-Bastogne-Liège. Parce que tous ces coureurs qui ont fait la flèche, comment ils vont récupérer avec de telles conditions? Euh, à côté de ça, on aura des Pogacar et des Van Der Poel qui auront passé une semaine en Espagne, qui vont débarquer. Voilà, moi j'ai un peu peur pour ces coureurs de la flèche, pour être honnête. Pas kiné, je suis pas préparateur sportif. Je sais pas trop comment ça va se passer pour la récupération, mais ça m'étonnerait pas qu'on ait quelques forfaits pour les Bastogne-Liège dans les coureurs qui étaient prévus après cette course dantesque. Je me demande aussi s'il n'y a pas certains leaders, je pense à Pidcock, qu'on a vu larguer, mais qui semblait pas à la rue non plus. Peut-être à Ayuso, ce genre de gars. Est-ce qu'on s'est pas un peu réservé en se disant, bon allez, là, il reste 50 bornes, j'en peux plus, je suis frigorifié, il y a de la neige, il pleut, je me sens pas de gagner, je m'arrête maintenant, on limite les frais. Tout le monde n'est pas Madouas le Breton, tout le monde n'est pas les Uno X, les Norvégiens. Moi, je suis pas capable, mon corps va prendre trop cher et je me réserve. Bon, je dis ça, il y a Boutrago qui fait cinquième, Carapace qui était super en forme alors que c'est des gars d'Amérique du Sud, mais je pense qu'il y avait peut-être une part de stratégie dans certains coureurs de se retirer un moment parce qu'ils se sentaient pas gagner et surtout il y a d'autres objectifs qui arrivent et c'était pas le moment de se mettre dans le mal. Moi, quand je vois l'état de Benoît Cosnefroy à la sortie, je me dis j'espère vraiment que ce soir ça ira mieux quand il sera au chaud dans son lit. Euh, donc voilà, on en reparlera de Liège-Bastogne-Liège, mais grosse interrogation après cette flèche wallonne. Finalement, euh, dernière question, est-ce que c'était pas la meilleure édition de la flèche de ces dernières années? Moi, je veux dire très probablement. Alors, on nous a un peu enlevé le fait d'avoir tous les meilleurs qui se battent sur le mur, sur le championnat du monde des sprinters. C'est quelque chose qui arrive assez souvent, mais là, il y avait déjà pas mal de coureurs qui n'étaient pas présents sur la start list, donc on avait un truc équilibré, mais on se disait c'est dommage qu'il n'y ait pas un Pogacar, c'est dommage qu'il n'y ait pas, je sais pas moi, un Remco Evenepoel, peut-être pas lui, mais d'autres. On se disait, il manque peut-être quelques noms qui font que la course perd un peu de sa saveur. Mais par contre, d'habitude, on vibre un kilomètre très fort. Là, on a quand même vibré très fort pendant ce kilomètre. On a eu une course avant qui était passionnante, un peu une Flandrienne tout simplement. Moi, j'ai adoré. Alors, je souhaite pas de la pluie à toutes les éditions non plus. On s'est aussi posé la question du parcours sur Eurosport, j'ai entendu. Euh, Peut-être que le parcours a joué aussi, mais c'est sûr que la météo, c'était le facteur principal. Moi, je souhaite pas de la pluie toutes les années. Une fois de temps en temps, c'est pas mal. C'est comme Paris-Roubaix, par exemple, Paris-Roubaix en 2021 ou en 2020. Je sais plus quelle année, c'était 2020, il me semble, quand il y a eu de la pluie. Ah non, c'est annulé. C'était en 2021 ou c'est en octobre. On a une édition de folie, mais c'est bien quand ça arrive une fois tous les 15 ans. Moi, je préfère Paris-Roubaix sous le sec. Là, je sais pas trop. Cette course-là, sous la pluie, c'était vraiment dantesque.
En fait, Paris-Roubaix, c'est dantesque quand il fait sec, et la Flèche, ça l'est un peu moins, je sais pas. Donc, super édition, vraiment, moi j'ai vibré de fou, c'est pour ça que je vous fais un petit podcast audio pardon, ce soir. J'espère que vous avez kiffé vous aussi. Et le dernier mot, tout simplement, c'est merci. Merci les coureurs de nous offrir ce spectacle. C'est pour ça qu'on adore ce sport. Et je pense que c'est aussi le genre de course qui peut motiver certaines personnes à regarder un peu plus le vélo. Donc c'est quelque chose de très bien. Prenez soin de vous, surtout si vous êtes coureur cycliste et que vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à une prochaine. Salut!